Il est 9h30, nous allons pouvoir commencer. Donc déjà, nous vous remercions toutes et tous, évidemment, d'être là, surtout d'avoir fait la route pour ceux qui viennent de loin. Nous allons commencer par un petit tour de table avant de vous présenter le plan de la conférence, si vous le voulez bien. Petit tour de table. Bon, pour ceux qui ne savent pas lire, Dominique Darbon, je suis le directeur de Sciences Po Bordeaux encore pour quelques mois. Et peut-être plus. Donc moi je suis Yves Deloise, je suis chargé de mission, je suis professeur de sciences politiques comme Dominique ou demeurant dans cet établissement. Je suis chargé de mission à l'égalité des chances et j'étais à la place de Dominique dans un passé déjà relativement ancien maintenant. Bonjour, moi je suis Céline Thiriot, je suis la directrice des études pour le premier cycle et donc j'enseigne ici la science politique. Bonjour à toutes et à tous, et on va finir la conférence avec la formation continue. Et je suis Anna Monnier, la directrice formation continue et apprentissage. Je suis moi-même Magali Prévost et je suis chargée de gestion au service des admissions de Sciences Po Bordeaux. Et donc, concernant cette conférence, nous allons commencer par un mot d'accueil de notre directeur. Nous vous présenterons après l'école dans sa généralité pour enchaîner sur les modalités d'admission en première année. Puis une présentation beaucoup plus ciblée sur la pédagogie, surtout en premier cycle, donc par Madame Thiriot. Et on parlera quand même un peu du second cycle aussi. Et parce que c'est important, pour enfin finir par la formation continue avec Anna Monnier. Si vous voulez commencer, Monsieur Darbon. Merci beaucoup, merci à tous et bienvenue dans cet Institut d'études politiques de Bordeaux. Donc je vous souhaite la bienvenue au nom de notre président du conseil d'administration, Mathieu Gallet, mais aussi de tout le personnel de notre institut. Nous avons essayé de voir pourquoi vous êtes là, présents si nombreux ce matin. Peut-être avez-vous tous lu l'article du Figaro qui est paru il y a quelques jours, ou pas, mais lisez-le, c'est peut-être pour ça. Mais j'espère que ce n'est pas que pour ça, et qu'il y a d'autres raisons. Parmi les autres raisons, celle de savoir ce qu'est une école de service public, une grande école dans le service public, dans l'université. Nous respectons un certain nombre de règles et de valeurs, je vais y revenir. Vous voyez aussi ce qu'est une grande école, c'est un petit établissement, 2100-2400 élèves maximum, dans lequel le taux de densité d'enseignants est très élevé, et dans lequel les attentes et les exigences vis-à-vis des étudiants sont aussi très élevées. Mais tout ça dans une ambiance relativement familiale, puisque nous nous connaissons tous, et notamment la directrice des études de premier cycle connaît à peu près tout le monde dès la deuxième année et appelle tout le monde par son prénom, sauf bien sûr le directeur. Cette grande école, c'est aussi, vous le voyez, des équipements de très bonne qualité. Nous sommes soutenus d'abord par notre système de financement, mais aussi par un certain nombre d'organisations publiques, notamment les collectivités locales, le gouvernement, le ministère, qui malgré tout nous aident, mais de manière minoritaire. Et nous pouvons disposer donc de ces équipements de très bonne qualité et les mettre à la disposition des étudiants. Vous avez vu que nous avons à nouveau des travaux qui sont en train de se terminer et qui vont assurer l'adaptation aux technologies de l'intelligence artificielle dès le mois de mars cette année pour nos formations. Alors juste pour rester dans le cadre des 5 minutes qu'on m'a demandé de respecter et que je ne vais pas respecter, mais je vais respecter quand même. Une grande école, Sciences Po Bordeaux, c'est une façon de voir les individus, les personnes dans la société un peu particulière et qui se constitue autour de 3 mouvements. C'est d'abord se projeter dans le temps. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour discuter de l'avenir de jeunes à 5 à 7 ans. Pour ceux qui y sont en seconde, si vous rentrez dans 2 ans à l'IEP de Bordeaux, vous en sortirez dans 5 plus 2, 7 ans. Ce qui veut dire que nous vous devons de penser à 7 ans. Quand nous pensons à nos curriculums, nos disciplines, la façon de travailler, les méthodes, les outils, etc., il faut que nous puissions vous proposer ce qui, dans 7 ans, vous permettra de trouver des emplois de meilleure qualité et d'être efficace pour notre société commune.
Donc Sciences Po Bordeaux, c'est une maison dans laquelle on pense dans le passé, en tirant nos traditions au mieux et en utilisant le meilleur de nos traditions et en les modernisant, mais on pense aussi en se projetant dans le futur en permanence, ce qui explique que nous sommes toujours plus âgés, mais aussi toujours plus jeunes, comme le dirait notre ami Yves Deslois. Tous les deux, d'ailleurs. Voilà. Ça veut dire aussi que nous ouvrons de nouvelles formations en permanence. Cette année, nous allons ouvrir, pour la rentrée 2026, des doubles diplômes nouveaux avec la santé publique, avec l'administration des entreprises, avec des écoles d'ingénieurs, avec des facultés de sciences, donc avec une ouverture sur les sciences qui va se renforcer, comme c'est déjà renforcé depuis quelques années avec l'étude des statistiques qui se renforce. On ne fait pas des maths à Sciences Po Bordeaux, mais ne vous inquiétez pas, il y en aura de plus en plus, mais de manière intégrée dans des systèmes interdisciplinaires. Nous offrons des méthodologies d'acquisition fondées sur connaissances, compétences, multidisciplinarité, internationalisation et ouverture. Nous avons des étudiants qui sont des étudiants du monde entier, capables de s'adapter à toutes les demandes possibles et imaginables. Nous avons de bons étudiants qui rentrent et le but pour nous, c'est de leur donner une plus-value. Une plus-value sur 5 ans, fondée sur la capitalisation de connaissances, débouchant sur des connaissances. Deuxième perspective, Sciences Po Bordeaux, c'est aussi associer élitisme, excellence, accessibilité et ouverture sociale. Nous sommes exigeants vis-à-vis de nos étudiants. Nous avons un devoir vis-à-vis des étudiants. Nous avons une forte sélection au niveau des étudiants, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenter sa chance. Vous savez, la publicité du loto, vous la connaissez tous, 100% des gagnants auront tenté leur chance. 100% des futurs étudiants de Sciences Po auront passé le concours de Sciences Po Bordeaux. Si vous ne le passez pas, vous ratez une chance. Vous avez des possibilités, et des possibilités d'autant plus fortes que nous avons des formations qui permettent l'ouverture et l'accessibilité. Ce sont ces formations, JPP, JV et autres, dont Yves Deslois vous parlera tout de suite, après moi, et qui sont particulièrement performantes et qui n'affectent en aucun cas la qualité et le niveau de formation de Sciences Po Bordeaux. L'ouverture sur la diversité, au contraire, renforce notre niveau. La preuve, lisez Le Figaro d'il y a quelques semaines. Enfin, Sciences Po Bordeaux, c'est un endroit où on partage des valeurs communes, on exige le respect de soi et le respect des autres. Donc j'insiste sur cela, nous sommes intransigeants sur les comportements et nous faisons en sorte que nos étudiants soient dans les meilleures conditions possibles de travail et de sécurité. Et tout ça, ça se fait dans le respect tout simplement des valeurs de la République, pour des étudiants qui seront ceux qui feront fonctionner notre nation dans 7 ans. C'est à cette offre que nous vous invitons, donc n'hésitez pas à nous poser des questions, n'hésitez pas à nous critiquer, n'hésitez pas à poser des questions qui fâchent sur le wokisme, l'islamo-gauchisme, l'élitisme, le conservatisme, etc. On a droit à tout à peu près, donc n'hésitez pas. Nous sommes tous là pour vous et tout de suite je passe la parole à Yves Deslois qui va se faire un plaisir de compléter. Merci de compléter à la marge. Bienvenue bien sûr à toutes et à tous. Moi je veux rapidement vous présenter l'école. Dominique a insisté évidemment sur notre capacité de projection dans l'avenir. Je crois que c'est évidemment un élément central d'un établissement d'enseignement supérieur qui est de penser vers plus loin pour permettre effectivement aux jeunes qui sont dans cette salle d'obtenir effectivement un diplôme qui leur permette à la fois de s'épanouir, ça c'est important. Bien sûr que la professionnalisation c'est essentiel, nous avons une obligation de moyens à votre égard, c'est qu'une fois que vous êtes chez nous, vous avez vocation à pouvoir à 5 ans trouver un emploi qui est rémunéré de manière très correcte et qui permet effectivement de satisfaire un certain nombre de vos ambitions professionnelles, mais tout ça ne peut se faire évidemment que si vous êtes à l'aise avec vous-même, dans vos baskets. Donc l'école elle-même, même si elle est très, très dynamique, c'est une école relativement ancienne, puisque Sciences Po Bordeaux est née en 1948. À l'époque,
Une journée porte ouverte en 1948, on n'avait pas besoin d'amphithéâtre. Je pense qu'on aurait pu faire ça quasiment, je dirais, dans une salle, puisqu'il y avait 12 élèves en 1948, 12 garçons, ils portaient tous, comme Dominique et moi, qui faisons effectivement un tout petit peu vieux dans cette enceinte, une cravate ou un nœud papillon, ce qui était le nec plus ultra, je dirais, de la distinction. Et ils sont tous devenus hauts fonctionnaires. À ce moment-là, c'était évidemment l'objectif des instituts d'études politiques lorsqu'ils naissent après la Seconde Guerre mondiale, qui est de former les cadres qui, via l'École nationale d'administration, qui est née en même temps que la plupart des IUP, les cadres que la République avait besoin pour engager les fameuses 30 glorieuses. Alors depuis 1948, la carte des IEP a évolué. Il y a désormais 10 IEP en France. Alors faites attention, des écoles de sciences politiques, il y en a de plus en plus sur le marché. C'est bon signe pour nous, ça veut dire que le logo Sciences Po est apprécié. Sauf que, évidemment, plus il y a d'écoles qui se prénomment Sciences Po, moins il y a de qualité associée. Donc moi, en tant que fonctionnaire, je vous invite à être extrêmement vigilant sur toute formation qui vous demande des droits d'inscription absolument faramineux, avec effectivement des dispositifs d'enseignement qui sont absolument indigents. Et ces dernières années, la science politique est victime de cette marchandisation d'une marque qui est pourtant déposée, qui est la marque Sciences Po. Il n'y a que 10 IEP en France, il n'y en a pas plus. Ces IEP, ils sont connus, reconnus, ils sont tous sur Parcoursup, mais malheureusement, il y a de plus en plus de choses étranges sur Parcoursup. Et rien ne garantit, en étant sur Parcoursup, la qualité de la formation. Donc nous sommes une école qui appartient au ministère de l'Enseignement supérieur, qui a donc maintenant pas mal de décennies derrière elle, et donc qui a su évidemment s'adapter au fur et à mesure. Alors très rapidement, vous voyez s'afficher à l'écran les priorités qui sont celles de l'établissement. Je ne vais pas insister, elles seront développées fortement, mais je voudrais juste moi insister peut-être sur trois qualités parmi celles qui sont affichées. Tout d'abord, l'importance que nous accordons à la question de l'internationalisation. Sciences Po, Bordeaux, comme les autres IEP de France, a toujours eu le souci de l'ouverture interculturelle et de la mobilité internationale. Alors cette internationalisation, elle se traduit notamment par le fait, vous le verrez, que dans notre scolarité de 5 ans, il est possible de faire une année de mobilité à l'étranger. C'est aussi, bien sûr, l'enseignement des langues vivantes qui se poursuit dans l'établissement. Donc sachez-le, c'est un des rares lieux de l'enseignement supérieur public où vous allez continuer à faire obligatoirement de l'anglais et une autre langue que vous avez déjà apprise au lycée. Et l'internationalisation, c'est aussi les débouchés de nos élèves. Sur une promotion de 100, on a à peu près 20 élèves qui commencent leur carrière à l'international. Ça ne veut pas dire qu'ils resteront toute leur vie, je rassure les parents. Ils ne resteront pas forcément toute leur vie loin, je dirais, des terres de Vendée, mais ils seront amenés effectivement à engager leur carrière à l'étranger. Ça, c'est la première valeur que je souhaitais présenter. La deuxième valeur, c'est la question de la diversité sociale. Je suis là un petit peu pour ça aussi. Comme l'a dit Dominique, alors Dominique, il a oublié de vous dire l'essentiel de l'article du Figaro. Il est tellement modeste qu'il ne vous a pas dit ce que contenait cet article. Alors c'est un article qui a été publié sur les pages campus du Figaro, donc consacré à l'enseignement supérieur, et qui établissait un classement et qui établissait le fait que Sciences Po Bordeaux était parmi les 20 écoles les plus demandées sur Parcoursup. Alors c'est une bonne nouvelle pour nous. Alors après, on peut discuter le classement. Des classements d'enseignement supérieur, il y en a autant quasiment que de journaux, il y a autant de méthodologies et de classements que de classements. Donc on va rester prudent pour insister sur effectivement la question de l'ouverture sociale.
de la diversité sociale. Sciences Po Bordeaux avait pris conscience au tout début des années 2000 que son statut d'école sélective faisait de Sciences Po Bordeaux une école qui était une école pour franciliens. C'est-à-dire qu'on constatait ce que les collègues à l'époque appelaient la nationalisation de l'école. Alors c'était pas une nationalisation au sens de François Mitterrand, mais une nationalisation de notre public. C'était en gros les élèves qui venaient faire Sciences Po Bordeaux venaient de partout sauf de la région. Ce qui en soi, bon, on ne va pas réécrire l'histoire girondin-jacobin, mais on était quand même un peu subjugué, je dirais, par ce phénomène-là. Et donc on a pris conscience qu'il fallait qu'on fasse des efforts pour diversifier socialement, territorialement notre public. Et que quelqu'un qui fait ses études à Guéret, il a vocation à venir à Sciences Po Bordeaux, au même titre que quelqu'un qui a fait ses études dans un arrondissement à chiffre parisien. J'ai rien contre les arrondissements à chiffre parisiens, hein, mais simplement il faut évidemment qu'une école publique, elle soit aussi en capacité d'accueillir effectivement des élèves qui le méritent. Et qui simplement ne viennent pas parce qu'ils n'osent pas venir. Je le peux parce que je le veux. Hein, c'est le titre de notre politique d'égalité des chances. Ça veut dire qu'on est effectivement dans une logique méritocratique. Ces élèves-là n'ont pas du tout, je dirais, d'avantage particulier au moment du concours. L'idée, c'est simplement qu'ils franchissent la porte pour tenter effectivement leur chance. Et si évidemment ils le méritent, il n'y a aucune raison évidemment qu'ils ne soient pas des nôtres. Donc la diversité sociale, c'est extrêmement important pour nous. Et puis, dernière valeur sur laquelle je souhaite insister, la problématique du handicap. Vous le savez, peut-être, nous avons un certain nombre de statistiques concernant les jeunes aujourd'hui qui sont un petit peu inquiétantes. Il se trouve que les problématiques de santé mentale, notamment depuis le confinement, ont sensiblement affecté beaucoup de jeunes qui ont mal vécu cette période. Et cela laisse des traces durables, puisque le confinement est derrière nous, bien sûr depuis maintenant déjà près de 6 ans, mais il n'empêche qu'on constate dans les lycées notamment de plus en plus évidemment d'élèves qui bénéficient d'aménagements en raison d'une problématique de handicap. Le souci, c'est que beaucoup d'élèves qui ont ce type de problématique au lycée ne viennent pas dans l'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'il y a à peu près un élève handicapé sur 2 qui ne candidate pas sur Parcoursup. Ce qui est en soi un vrai problème pour l'enseignement public. C'est-à-dire pourquoi est-ce que des jeunes qui ont des handicaps visibles ou invisibles se censurent dès lors qu'ils sortent du lycée. Et donc, Sciences Po Bordeaux a cette année particulièrement investi cette problématique-là, auquel le service des admissions de Sciences Po est particulièrement sensible, à juste titre, pour faire passer le message à toutes celles et tous ceux, je dirais, qui seraient concernés, quelle que soit cette problématique, quel que soit le type de handicap. Tout est fait ici pour respecter la loi déjà. Je rappelle que l'enseignement supérieur a vocation à être inclusif. Voilà. Il n'est pas réservé à certains plutôt que à d'autres, mais surtout de favoriser la mise en place de toutes les adaptations dont vous auriez besoin, je dirais, si vous êtes effectivement concerné par une difficulté, quelle qu'elle soit. Et donc, vraiment, ce point-là, c'est important qu'on le dise dans les journées portes ouvertes. Le fait d'avoir une problématique particulière de type handicap, quel qu'il soit, ne doit absolument pas, je dirais, vous dissuader de venir dans l'établissement. C'est à nous de nous adapter à vous. C'est pas à vous, je dirais, d'attendre qu'on vienne vous chercher. Je crois que c'est important que vous ayez cette sensibilité-là. Il y a Alexis qui sera là derrière. Oui, et merci Magali. Notre chargé de mission aux problématiques de handicap et d'insertion des handicapés dans la maison est disponible. Alexis Lemaire, il est dans une salle, vous le verrez si jamais, dans le hall, au rez-de-chaussée, au froid, dans l'atrium. Dans le hall, au chaud, dans le hall, il est parfaitement disponible. On va passer à quelques chiffres clés pour terminer. Juste donc vous rappeler que
Sciences Po Bordeaux, ça reste une petite maison, hein, de 2200, 2400 élèves, ça dépend comment on les comptabilise. Mais en même temps, je souhaite juste insister sur le fait que c'est beaucoup plus qu'il y a une dizaine d'années. Il y a 10 ans, nous n'avions pas la chance d'avoir ce bâtiment. Nous étions déjà sur ce site, mais nous avions une école qui avait beaucoup moins de mètres carrés disponibles. On a multiplié par 2 notre nombre de mètres carrés. Et donc, avant 2016, on avait une école qui était contrainte par ses murs. Et on avait en moyenne, je dirais, 1600 élèves. Désormais, nous sommes à 2200, 2400 si on intègre l'ensemble de ceux qui sont ici. Ça veut dire que ça commence à devenir effectivement un IEP de taille raisonnable. Nous sommes de facto le deuxième IEP de France, après celui logé dans un arrondissement en un chiffre que je tairai, hein, pour des raisons évidentes. Nous sommes le premier IEP de région par sa taille, mais également par l'importance que l'établissement accorde à 2 fondamentaux. Le premier, c'est la recherche. Hein, vous rentrez dans l'enseignement supérieur. La différence entre le lycée et l'enseignement supérieur, c'est le fait que les enseignements qui sont diffusés ici sont basés sur des connaissances scientifiques qui sont produites par ceux qui font les enseignements. Et donc, il est extrêmement important que l'ensemble de nos enseignements, notamment de deuxième cycle, mais également de premier cycle, soient nourris par l'activité de laboratoire. Et Sciences Po Bordeaux a la chance d'avoir, à ce titre, 2 laboratoires. C'est un des rares IEP à avoir dans l'établissement même, hein, 2 gros laboratoires qui sont associé au CNRS, hein, Centre national de la recherche scientifique, l'un dans le domaine des études africanistes, le LAM, les Afriques dans le monde, et l'autre dans une démarche de connaissance des sociétés européennes et comparées, hein, le centre Émile Durkheim, hein, porte le nom évidemment d'un sociologue qui, si nous avions existé, je dirais, dans le dernier 19e siècle, aurait pu avoir vocation d'enseigner chez nous, mais évidemment à l'époque, l'IEP n'existait pas. Autre point fondamental, c'est la diversité, mais ça sera présenté de manière beaucoup plus forte par notre directrice des études, la diversité des parcours de master. Alors bien sûr, vous êtes en classe de seconde, vous êtes en classe de première, vous êtes en classe de terminale. Je suis en train de vous projeter dans 5-6 ans. Ça paraît un peu brutal et je vous prie de m'en excuser. Mais en même temps, il faut qu'on soit au clair sur le fait que nous, on a vocation à accueillir des élèves qui auront à un moment donné un projet professionnel et feront tout avec nous pour que ce projet professionnel soit réalisé. Alors bien sûr, on ne vous demande pas au moment où vous allez faire un choix sur Parcoursup, au moment où vous allez passer éventuellement l'épreuve orale d'admission de l'établissement, d'avoir un projet professionnel. Alors, raconter une anecdote, je fais régulièrement des jurys d'oraux à Limoges. C'est un centre délocalisé de l'établissement en région Nouvelle-Aquitaine. L'année dernière, j'avais un jeune garçon qui me demande, mais voilà, avec ma collègue qui était là, vous voulez faire quoi quand vous serez grand ? Bon, évidemment, je fais 1m63, donc évidemment, c'est un peu ridicule comme question. Et il me dit, je veux devenir président de la République. Et là je me suis dit, ça match. Je lui ai expliqué évidemment que, de facto, on ne forme pas principalement des présidents de la République, avec ou sans lunettes de soleil. Mais que c'est un débouché possible. C'est un débouché possible. Donc on ne vous demande pas d'avoir un métier en tête très très clairement, mais on vous demandera quand même très très vite de trouver une voie. Mais l'important, c'est que nous, il n'y ait pas qu'une seule voie, et qu'il y ait 18 parcours de master, de professionnalisation. Ça veut dire, vous le verrez tout à l'heure sur une slide spécifique, on peut certes devenir président ou présidente de la République. Mais l'essentiel de nos élèves ne deviendront pas titulaires de ce poste. Je souhaite vous en informer dès maintenant. Je vais m'arrêter sur cette formule. Merci beaucoup, Monsieur Deloy.
Donc pour enchaîner maintenant dans un peu le vif du sujet aussi, c'est au-delà de nos objectifs pédagogiques et professionnels pour vous, c'est pour savoir comment on rentre à Sciences Po Bordeaux. Je vais vous présenter les modalités d'entrée en première année, alors avec un focus particulier sur les modalités d'entrée en cursus général parce que c'est le plus demandé sur Parcoursup, mais nous verrons juste après comment rentrer dans l'un de nos cursus internationaux. Vous verrez que c'est relativement similaire, mais néanmoins avec quelques différences. Donc, pour entrer en première année de cursus général, déjà, je ne vous apprends rien, ça se fait sur Parcoursup. Maintenant, comme la grande majorité, voire quasi-totalité des formations françaises, c'est sur Parcoursup que ça se passe. Donc, pour les terminales qui sont... pour les élèves qui sont en terminale cette année, depuis le 19 janvier, vous avez pu commencer à formuler vos vœux sur la plateforme ministérielle. Et donc, dans les recherches par formation de la plateforme, si vous tapez Sciences Po Bordeaux, vous allez avoir notamment un vœu possible pour le cursus général. Ce vœu, donc que ça soit pour le cursus général ou l'un des cursus internationaux, il y a des frais de dossier à 120 € avec une exemption pour les boursiers de l'année en cours. Ça, c'est pareil, ça sera automatique sur Parcoursup. Et nous, donc, le principe, c'est de traiter nos candidatures en 2 phases. D'abord, la phase d'admissibilité, donc, que nous appelons de manière très barbare la phase algorithmique. Alors, la phase algorithmique, je tiens à le préciser, ce n'est pas Parcoursup. C'est pas Parcoursup qui s'en occupe. Parcoursup ne fait rien pour nous, mis à part collecter vos candidatures. Après, nous traitons nous-mêmes l'ensemble de nos candidatures et toutes les phases sont faites en interne. À commencer donc par cette phase algorithmique, algorithme qui a été créé par nous, par notre chargé de mission, qui va donc... Qui est un calcul mathématique qui se base sur vos notes de première et de terminale. Et précisément, comme vous pouvez le voir à l'écran, il utilise les notes première et terminale des matières affichées, à savoir le français, l'histoire géo, la philo, la LV1, la LV2 et les enseignements de spécialité. Et sur les 2 années, il va récupérer les notes et il va calculer l'écart qui existe entre la moyenne de l'élève et celle de la classe. C'est ça la particularité de notre algorithme, c'est ça. Nous allons aussi appliquer, bien sûr, des coefficients sur chacune des matières. Alors, les coefficients, vous pouvez retrouver ceux de l'an dernier sur notre rapport public 2025, qui est sur Parcoursup, mais ceux de 2026 seront décidés par la commission d'examen des vœux, interne à Sciences Po Bordeaux également, qui se tiendra début avril. Donc, pour les coefficients de 2026, on ne les connaît pas encore, mais habituellement, on ne change pas radicalement non plus les coefs. Donc, vous aurez déjà une belle orientation en regardant les chiffres du rapport public du 2025 sur Parcoursup. Donc, une fois qu'on a fait ce calcul mathématique basé sur les notes, on va attribuer un rang algorithmique à chacun de nos candidats. Ce rang algorithmique, c'est ça qui va nous permettre de savoir qui est admissible ou non. C'est-à-dire que si vous faites partie des environ 1100 candidats, 1100 premiers candidats de ce classement, vous serez déclaré admissible. On met à peu près 1100 puisqu'on n'est pas arrêté pile, mais chaque année, ça aussi, c'est des chiffres que vous pouvez facilement retrouver sur Parcoursup. Précisément, l'an dernier, on était à 1126. Et le principe, c'est que ces 1126 candidats ont reçu 2 autres traitements de leur candidature. La première, c'est l'étude qualitative du dossier Parcoursup. L'étude qualitative, ça veut dire qu'on a une cohorte de jury qui s'occupe spécifiquement d'étudier tout le dossier Parcoursup avec les éléments affichés. Donc, il va s'attarder au-delà de la simple qualité mathématique des notes, de la qualité globale du bulletin, notamment aussi les appréciations des enseignants sur les bulletins, la fiche à venir, la lettre de motivation évidemment, la rubrique activité centre d'intérêt qui est très importante pour nous, je le signale parce qu'elle est facultative sur Parcoursup, mais elle est très importante pour nous parce que c'est ça qui nous permet aussi d'en apprendre plus, notamment pour le jury qui ne fera que, entre guillemets, lire votre dossier.
c'est cette rubrique qui lui permettra de savoir vos centres d'intérêt, voilà, ce que vous faites de votre temps libre, votre culture, que ça soit des pratiques sportives, associatives, culturelles, en groupe ou seul chez vous, de la pratique, de la musique, seul, la lecture, seul chez vous, ça marche aussi. Vous pouvez mettre vraiment ce que vous faites, tout ce que vous faites dans cette rubrique, en indiquant éventuellement, c'est toujours mieux, une petite phrase de qu'est-ce que ça vous apporte. Vous faites une activité, qu'est-ce que ça vous apporte? La lettre de motivation, donc très important pour savoir si vous connaissez bien l'établissement. Il faut quand même que ce jury puisse savoir si vous ne faites pas une erreur d'orientation. Donc n'hésitez pas à inclure des... Alors, si tout le monde indique je suis venu à la JPO, donc je suis prêt à rentrer à Sciences Po Bordeaux, ce n'est pas forcément un critère. Ce qu'on attend surtout de cette lettre, ça sera... alors, comme on le disait précédemment, vous n'êtes pas obligé d'avoir déjà un projet pro parfaitement défini. On souhaite au jeune homme que M. Deslois a vu d'être président de la République un jour, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un projet si arrêté dès l'année terminale, mais un domaine, voilà, indiquer un domaine d'études qui vous plaît, qui sera en lien avec nos enseignements, nos parcours de master. On a besoin de savoir dans cette lettre de motivation que vous êtes renseigné sur l'établissement. Et enfin, dernier élément que ce jury-là étudiera, c'est la meilleure copie. Alors, qu'est-ce qu'on appelle meilleure copie? C'est pas votre meilleur 20 sur 20, c'est simplement une copie qui permettra au jury d'évaluer vos qualités rédactionnelles, orthographiques et d'argumentation. Donc c'est pourquoi on vous demande une copie rédigée en français et certifiée par l'établissement, quelle que soit la matière, pas forcément en AGSP, en SES, ça peut être la copie du bac de français. Le tout, c'est que ça soit rédigé en français pour que bien sûr tous nos jurys puissent la lire et qu'elle puisse démontrer les qualités que je vous ai citées. Donc ça, c'est pour la note d'études qualitatives. À côté, vous avez enfin la note d'oral qui sera donc attribuée par un autre jury et qui se fera pour le coup l'oral en présentiel. Ça sera un oral de 20 minutes devant un jury de 2 personnes. Découpé en 3 phases. Donc ça commencera tout le temps par votre présentation personnelle de quelques minutes qui reviendra plus ou moins à refaire votre lettre de motivation. Ensuite, vous avez une réaction à une image de presse. Donc, c'est une image que vous tirez au sort pendant l'oral. Il n'y a pas de préparation à ce commentaire. C'est vraiment un tirage au sort. Vous regardez quelques secondes de l'image. Après, bon, on ne vous la cache pas, vous la gardez sous les yeux, mais bien sûr, vous continuez à la commenter. Soit pour commenter la personnalité illustré ou le fait d'actualité qui est illustré. Là, c'est pour évaluer justement votre connaissance de l'actualité, puisque c'est très important pour nous qu'on sache que vous êtes intéressé par le monde contemporain et le monde qui vous entoure. Ça sera l'une des qualités recherchées par Sciences Po Bordeaux. Enfin, la fin de l'oral, c'est habituellement un échange simplement avec le jury, donc soit sur des arguments que vous avez donnés précédemment sur l'image de presse, un autre fait d'actualité en lien, ou le jury aura devant les yeux votre lettre de motivation et justement la rubrique activité centre d'intérêt, et il pourra utiliser ces documents pour vous poser des questions et avoir un échange avec vous sur ce que vous avez écrit. Donc c'est pour ça que bien sûr, dans la rubrique activité centre d'intérêt, on vous demande surtout de ne pas vous inventer une vie. Ne vous dites pas expert en Boris Vian, c'est généralement l'exemple qu'on donne puisque c'est M. Deslois qui a aussi rencontré ça. Si vous ne savez rien sur l'auteur. Donc attention à ce que vous écrivez, il ne faut pas juste faire joli, il faut aussi que ça soit réel. Si vous avez des questions sur les procédures d'admission, donc un temps de questions-réponses sera attribué après toute notre présentation, mais sachez qu'on a vraiment un stand dédié aux admissions qui sera à votre disposition toute la journée en salle A126, donc premier étage. N'hésitez pas à aller au stand pour nous poser toutes vos questions et à focaliser les 25 minutes qu'on aura en fin de conférence sur la pédagogie, puisque pour le coup, notamment Madame Thiriot et Madame Mounier seront principalement là sur ces minutes-là pour vous répondre.
Donc au final, vous l'avez compris, notre entrée en première année, c'est 3 notes, la note algorithmique, la note de dossier, la note d'oral. On remixe tout ça. Les coefficients, c'est on attribue 40% à la note algorithmique, 20% à l'étude de dossier et 40% à l'oral d'admission. Et on reclasse donc tous nos admissibles pour avoir à la fin notre classement final, le classement que vous aurez sur Parcoursup. Et bien sûr, le jeu, après, c'est les listes d'attente. On ne classe pas. Donc, le but pour nous, c'est d'avoir 275 admis en première année générale du cursus général. Mais bien sûr, on classe beaucoup plus d'élèves pour pouvoir aller appeler la liste d'attente jusqu'à fin août, des fois. L'an dernier, le dernier appelé, il était 570e, quelque chose comme ça. Donc, la liste d'attente, elle marche et elle est là pour ça. Concernant l'entrée dans l'un de nos cursus internationaux. Donc les cursus internationaux, c'est des cursus qui sont en partenariat, on le verra juste après, avec des établissements partenaires à l'étranger, que ce soit en Allemagne, en Espagne, au Portugal. Et donc, ils ont des modalités d'entrée spécifiques pour eux, mais vous verrez qu'ils sont relativement, vous pouvez voir qu'ils sont relativement similaires. On reste sur le principe des 3 notes, la note algorithmique, la note de dossier et la note d'oral. Les grandes différences, c'est que déjà, la note d'étude du dossier, elle passe dès la phase d'admissibilité. Donc, pour le coup, elle complète vraiment la note algorithmique. Ce qui peut changer beaucoup de choses, notamment si vous avez le sentiment que votre note algorithmique ne sera pas suffisante. Si par exemple vous avez des notes trop justes et ou un écart à la moyenne que vous sentez trop juste. Voilà, là pour le coup, il y a l'étude qualitative complète du dossier Parcoursup qui se fait en même temps que le traitement algorithmique. Autre différence, c'est que pour le coup, dans le dossier Parcoursup, on vous demandera 2 copies, une rédigée en français et une rédigée en langue, selon le cursus demandé. Autre différence aussi, bon ça c'est logique, mais on le précise, c'est que l'oral se fait en grande partie dans la langue du cursus. Donc ça peut être en allemand, en espagnol, en anglais. Pour les binational English programmes que nous avons avec Hong Kong et la Louise de Rome, ça sera et en anglais et en chinois ou italien, selon le programme que vous avez choisi. Et enfin, dernière différence, c'est la lettre de motivation qui doit être rédigée dans la langue du cursus. Et quand je dis dans la langue du cursus, c'est pas en français. Ça, c'est par rapport à l'an dernier. Oui, c'est des cursus binationaux, français, allemand, français, espagnol, etc. Mais on vous demande bien une lettre de motivation rédigée en langue étrangère, selon le parcours demandé. D'accord ? Alors après Parcoursup, il ne faut pas que ça vous fasse peur. Hein. C'est une étape, mais comme le disait Monsieur Darbon, c'est que si vous ne tentez pas, vous ne savez pas si vous pouvez être admis. Donc le tout, c'est de tenter et surtout de bien regarder les consignes qui sont sur la fiche formation de Parcoursup, de nous appeler, on a les coordonnées, déjà on est ici pour vous toute la journée, on a nos coordonnées sur la fiche Parcoursup et dans le livret admission sur notre site, vous avez vraiment, on est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Le tout, c'est que nos modalités doivent être le plus claires et transparentes possible pour vous. D'accord ? Voilà. Et donc là, je viens de vous afficher le calendrier de la procédure 2025-2026 de Parcoursup. Mais normalement, les notes, elles vous sont connues au moins pour les 4 premières. Après, oui, vous avez les infos pour les oraux d'admission, précisément donc entre le 22 avril et le 7 mai. Pour les cursus internationaux, focus entre le 4 et le 7 mai. Et enfin, les résultats d'admission au 2 juin. Je vais laisser la parole à Madame Thiriot pour vous faire la présentation des études à Sciences Po Bordeaux. Effectivement, donc moi, la partie qui m'incombe, c'est de vous présenter ce que vous allez faire ici, parce que c'est bien de rentrer, mais aussi savoir pourquoi faire, qu'est-ce qu'on va vous proposer. Et donc, je vais vous présenter notre cursus, enfin nos cursus. D'abord, il y a à l'esprit que quand vous rentrez à l'IEP, c'est pour 5 ans.
On a un diplôme d'établissement qui est vos grades de master et qu'on délivre au bout de 5 ans d'études avec nous. Vous pouvez partir avant, mais vous ne pourrez pas avoir notre diplôme d'établissement et notre master dans ce cas-là. Donc un diplôme en 5 ans, mais effectivement, comme l'a dit ma collègue, avec plusieurs cursus possibles qui sont proposés dans le cadre de ce diplôme. Alors d'abord, il y a le cursus général qui suit une temporalité qui a été récemment modifiée. Jusqu'à il y a 2 ans, la mobilité, elle se faisait en 2e année. À partir de l'année dernière, on a commencé à changer ça. Et donc maintenant, vous êtes ici pour les 2 premières années, en premier cycle. Ensuite, vous partez pour une année de mobilité à l'international le plus possible. Je reviendrai là-dessus. Pour revenir ensuite faire les 2 années de spécialisation, d'approfondissement et de professionnalisation dans le cadre des années master en 4e et 5e année. Ça, c'est le cursus général. Et puis, effectivement, si vous optez pour un cursus international, là, il y a des temporalités encore différentes. Alors, il y a ce que l'on appelle les filières binationales, les filières internationales qui sont organisées en partenariat avec une université étrangère et qui vous permettent d'obtenir, à l'issue de votre cursus en 5 ans, 2 diplômes. Le diplôme de Sciences Po Bordeaux et le diplôme de cette université partenaire. Et dans ce cas-là, vous êtes alternativement à Bordeaux et chez une université partenaire. Vous commencez par votre première année à Bordeaux, 2e année chez le partenaire, 3e année ici, 4e année chez le partenaire, 5e année ici. Ça, c'est les filières internationales. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les Binational English Programs, qui sont effectivement là encore une spécificité. On est sur un programme partenarial qui, lui, est sur le niveau bachelor. Ça ne va pas jusque sur les 5 ans. Mais ça vous permet d'avoir donc notre diplôme à nous en 5 ans, mais le diplôme du partenaire qui, lui, est un diplôme de niveau bachelor. Dans le cadre du programme avec Hong Kong, ce sont les 2 premières années que vous allez faire directement chez le partenaire. On vous recrute, mais on vous envoie directement en septembre chez le partenaire pour 2 ans. Vous revenez ensuite en 3e année pour suivre un programme spécifique qui est un programme anglophone, entièrement en anglais, puisqu'on accueille cette année-là aussi les étudiants qui ont été recrutés par notre partenaire et qui travaillent en anglais. Et puis ensuite, vous repassez dans le régime commun, entre guillemets, avec donc l'accès au programme de master et en présentiel, ici, sur les années 4 et 5. Sur la LUIS, c'est encore une autre temporalité. Vous êtes ici en première année. Vous partez en 2e année à la LUIS à Rome pour suivre un cursus en anglais. Et puis vous revenez ici en 3e année pour être aussi avec la BEP HK en 3e année anglophone. Donc vous suivez votre 3e année ici en anglais. Et après, vous repassez dans le programme commun avec donc, le programme de master. Donc ayez à l'esprit cette temporalité différente selon les cursus, mais en tout cas, vous vous engagez pour Sciences Po Bordeaux sur un diplôme en 5 ans. Alors, spécifiquement ce qui vous attend ici, donc, on a vraiment, dans le cadre de la réforme qui a eu lieu il y a 2 ans simplement, vraiment reconcentré la formation au niveau du premier cycle pour vraiment avoir la capacité sur les 2 ans du premier cycle en continuité de pouvoir vous accompagner sur l'acquisition d'un certain nombre de fondamentaux. Alors, avant de rentrer dans le détail de ces fondamentaux, peut-être quelques éléments d'information sur la façon dont on fonctionne ici. Alors, on a plusieurs formats pédagogiques dont les collègues ont déjà parlé. Il y a ce qu'on appelle les cours magistraux, c'est la configuration dans laquelle on est là. Les cours magistrales, vous serez tous ensemble dans cet amphi. Vous aurez très chaud l'été, vous aurez très froid l'hiver. On n'a encore pas réussi à résoudre exactement les problèmes d'isolation et de chauffage dans cet amphi, malheureusement. Mais bon, c'est la configuration cours fondamental, cours magistral. Et puis, ça, c'est une petite partie de votre emploi du temps. La majeure partie de votre emploi du temps, vous le passez dans ce qu'on appelle les conférences de méthode. Les conférences de méthode, c'est un format qui, vous êtes 24, 25, un petit groupe. Vous êtes tous ensemble sur l'ensemble des matières. Il y a 6 conférences de méthode chaque année, chaque semaine. Vous êtes ensemble, vous vous connaissez bien, et nous aussi, on vous connaît bien. C'est vraiment un format pédagogique qui nous permet, nous, enseignants, de vous suivre sur l'ensemble de l'année, ou parfois sur le semestre pour certaines conférences de méthode, et de vraiment pouvoir avoir une pédagogie
vraiment active avec vous. Et donc là, en conférence de méthode, c'est vous qui êtes actif, c'est vous qui travaillez avec des présentations orales, écrites, et on met vraiment l'accent sur votre participation orale, votre engagement dans votre apprentissage, dans ce contexte-là. C'est vraiment un cadre privilégié. Ce qui caractérise bien sûr la formation, mais je pense que vous le savez si vous êtes là, c'est la pluridisciplinarité. C'est souvent ce qu'on aime bien quand on vient à Sciences Po, c'est le fait qu'effectivement on n'a pas à choisir. Quand on va à l'université, on va choisir une faculté de sciences politiques ou une faculté de droit ou d'économie. Effectivement ici, vous allez avoir l'ensemble de ces disciplines et plus encore. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est une de nos richesses. Et on vous apprend à fonctionner et on vous donne les éléments de compréhension et les méthodologies de plusieurs disciplines. Ce qui caractérise aussi notre formation, c'est l'accent fort qui va se retrouver sur l'ensemble des 5 années. Ce n'est pas seulement pour le premier cycle pour le coup. Sur la question de l'environnement et de la transition écologique. C'est vraiment quelque chose, je pense que tout le monde sait maintenant l'importance de ces enjeux et de se préparer à les comprendre et à les gérer. Et c'est quelque chose qui a été vraiment extrêmement développé par rapport peut-être aux formules antérieures que vous connaissiez de programmes d'enseignement de notre IEP. Des compétences transverses également, ça fait partie de notre ADN et aussi des compétences qui sont constitutives de l'identité des IEP, pas seulement le nôtre, de tous les IEP. Moi, j'aime à dire qu'un étudiant d'IEP, c'est comme un chat, quelle que soit la position dans laquelle vous le lâchez, il va retomber toujours sur ses pattes, il va toujours être en capacité de se saisir de n'importe quel enjeu, sujet, de pouvoir le comprendre, l'analyser et le restituer de façon construite et étayée de façon scientifique. Et puis, c'est la partie droite de ma diapo, je sais que c'est souvent celle qui parle le plus à beaucoup d'entre vous. C'est aussi un Sciences Po Bordeaux, c'est aussi la vie étudiante. On a une vie associative très riche, très très riche. Non, j'ai pas dit trop. Parfois, on se demande quel est l'ordre de priorité des élèves, mais bon, c'est extrêmement intéressant. J'en découvre tous les jours moi-même, dans un tas de secteurs. Et c'est aussi, je plaisante, mais c'est pour nous extrêmement important parce que c'est aussi là que vous constituez des expériences, des compétences qui comptent autant pour nous que ce que vous faites dans le cadre de vos enseignements, en termes de préparation à la vie professionnelle et à la vie active. Vous développez là tout un ensemble de compétences qui sont importantes pour nous. Et le sport. Le sport est obligatoire à Sciences Po Bordeaux. Il est crédité sur les 4 premières années, avec évidemment des spécificités. On est dans le sud-ouest, donc évidemment il y a le rugby, très important le rugby. On n'est en plus pas mauvais. Messieurs, je me tourne vers vous, mais oui, plutôt bon même. Le surf aussi. On propose beaucoup de sports. On a une championne de France de surf dans nos élèves. Pour ceux pour qui c'est une mauvaise nouvelle, le sport obligatoire, on a aussi de la pétanque. Ne faites pas dire ce que je ne veux pas dire, c'est un sport. Bon, mais aussi du yoga, du pilate, des choses tout à fait... normalement, tout le monde trouve... un sport qui lui correspond. Et en tout cas, pour nous, c'est aussi important de pouvoir garder ces espaces-là de respiration et d'entretien de soi. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail, on a, en premier cycle, organisé nos enseignements autour de 2 axes. Un premier axe qui renvoie aux différentes disciplines qui sont proposées dans notre établissement, donc avec une logique qui se veut pluridisciplinaire, un ancrage disciplinaire dans une logique, dans un fonctionnement qui lui est pluridisciplinaire, et un second axe qui est un axe sur des compétences plus transverses. Et donc vous aurez dans ce premier axe, que ce soit en première ou en deuxième année, des enseignements à la fois en droit, en économie, en histoire, en sciences politiques et en sociologie, à chaque fois conférences de méthode, donc ce format en petit groupe dont je vous ai parlé, et puis des cours magistraux. Alors des cours magistraux obligatoires,
C'est ce qu'on appelle les cours fondamentaux. Et puis ensuite, des cours à option que vous pourrez choisir. Dans chaque unité d'enseignement, vous pouvez choisir parmi plusieurs possibilités pour vous permettre déjà d'investir certaines thématiques ou certains enjeux plus spécifiquement. Et je vous ai mis là sur cette diapo un petit échantillon de ces cours qui vous sont proposés. Ensuite, le deuxième axe, il est constitué de ces compétences transverses qui sont plus, cette fois-ci, initialement dans un ancrage disciplinaire, mais qui renvoient là encore à des enjeux importants pour nous dans le cadre de la formation. Vous allez retrouver dans ces compétences transverses des ateliers, des conférences de méthode qui sont, pour certaines, depuis longtemps existantes, pour d'autres nouvelles. Humanité et débat contemporain, c'est le nouveau nom que l'on donne à la culture générale, qui est vraiment là aussi constitutif de l'ADN des instituts d'études politiques, qui nous permet là de pouvoir manier tout un ensemble de registres, de références, et là aussi construire des argumentaires, des analyses qui mobilisent des registres et des références qui ne sont pas seulement académiques, qui peuvent relever aussi des arts, de tous les arts, bien entendu. On a créé depuis la réforme de ce premier cycle également, ça c'est une nouveauté, un atelier qui s'appelle Données, enjeux, collecte et analyse. Ça nous a paru fondamental à un moment où on est complètement submergé d'informations, de données, de pouvoir donner la capacité à nos élèves de savoir ce que ça signifie concrètement et de pouvoir faire la part des choses et comprendre d'où viennent ces données, comment elles sont construites, comment elles sont produites, ce qu'elles donnent à voir ou ce qu'elles ne donnent pas à voir. Et là, il y a un enjeu sur lequel on travaille de façon quantitative et qualitative sur les deux premières années. On a aussi à l'IEP, sur toute la scolarité, 2 langues obligatoires. Ça, c'est important que vous ayez ça à l'esprit. On ne commence pas une nouvelle langue à l'IEP. Donc, pour candidater à l'IEP, il faut vous assurer que vous pouvez effectivement, que vous avez déjà suivi les 2 langues obligatoires que l'on propose, l'anglais en première langue et puis une deuxième langue parmi, et c'est là où je vais en oublier sans doute, parmi donc l'allemand, l'espagnol, l'italien, le chinois, le portugais, c'est tout. C'est bon. Alors j'attire votre attention là-dessus. On constate chaque année un gros décalage entre le niveau de langue que vous avez dans le secondaire et les attendus ici, et nos exigences ici. Donc attendez-vous alors à un gros travail pour rattraper et pour pouvoir vraiment arriver à fonctionner dans les langues vivantes, et notamment en anglais. On propose donc pas seulement la conférence de méthode en anglais, mais aussi des cours. Certains des cours à option sont en anglais. Pour pouvoir les suivre, il faut vraiment pouvoir avoir un niveau minimum. Et c'est pas parce que vous avez des super notes, et vous avez forcément des super notes parce que vous avez passé l'algorithme en anglais, que vous avez le niveau qui permet vraiment de suivre. Donc il y a un gros travail qu'on va vous demander aussi sans doute durant l'été. Il y a des recommandations de travail qu'on vous propose pendant l'été. Donc parmi ces compétences transverses, on a aussi tout un ensemble de modules complémentaires, là aussi pour accompagner et préparer nos élèves sur des enjeux qui nous paraissent importants, les VSS. Le directeur nous vous l'a dit, c'est quelque chose qui est fondamental pour notre école, mais aussi tout ce qui relève du numérique, et notamment de l'identité et de la sécurité numérique. Et puis, par ailleurs, plutôt en deuxième année cette fois-ci, tout ce qui relève donc de la sensibilisation à l'entrepreneuriat, le montage de projets, les outils de candidature, enfin, la préparation déjà à la recherche de stage et puis ensuite d'emploi dans le cadre de ces modules. Des savoirs diversifiés, et là on a aussi mis en place, c'est des choses qui n'existaient pas dans la précédente offre de formation avant la réforme d'il y a 2 ans. Donc ce cycle sur l'environnement et la transition écologique dont j'ai déjà parlé, et puis aussi un cycle frontières des sciences. Notre enjeu là, c'est de pouvoir former des cadres, des décideurs qui comprennent un petit peu quand même les enjeux sur lesquels ils vont avoir à intervenir, que ce soit dans l'administration publique ou dans l'administration privée. Et donc, on fait venir des collègues de plusieurs disciplines différentes, de neurosciences, sur le nucléaire, pour éclairer. Alors, on sait bien qu'on ne parle pas à des étudiants en sciences dures ici. Et souvent, quand vous venez ici, c'est parce que vous avez en général fui
les maths et toutes ces choses, mais c'est vraiment dans l'idée de pouvoir vous permettre de comprendre et de vous saisir de ces enjeux-là d'une façon efficace. Dans le courant de la deuxième année, vous allez réaliser un travail personnel. Ça, c'est important. C'est pour nous aussi le moyen de vous permettre de vous investir sur une thématique, un enjeu, un sujet qui vous tient à cœur et qui vous permet aussi de constituer un peu votre profil déjà en termes de compétences et de spécificité. Ce travail personnel, c'est soit un mémoire de recherche encadré avec un enseignant-chercheur ou chercheur de nos équipes, ou un projet collectif encadré par notre service carrière et partenariat, donc à destination de la société, de la communauté. On reçoit également des professeurs invités qui proviennent de toutes nos universités partenaires. On a un vaste choix de cours d'ouverture. Et ça nous permet là aussi d'avoir des cours en langue étrangère et sur des thématiques qu'on ne couvrirait pas forcément avec nos compétences internes. Vous avez la possibilité de valider vos engagements étudiants aussi en seconde année. Et puis, bien sûr, le sport est obligatoire. Donc voilà, en gros, la trame générale dans laquelle vous allez fonctionner en premier cycle, première et deuxième année. Ensuite arrive la troisième année. La troisième année, c'est l'année de mobilité. Elle est obligatoire pour nous. On vous incite fortement, c'est pas fermé et définitif, mais on vous incite fortement à faire une mobilité à l'international. Quand je dis on vous incite fortement, c'est-à-dire qu'on a tout à notre disposition ici dans l'école pour que vous ne deviez pas vous interdire quoi que ce soit. Notamment, on a des soutiens matériels, on a des bourses, on a des accompagnements qui permettent vraiment de ne pas vous empêcher quoi que ce soit en termes de destination pour pouvoir avoir cette expérience à l'international. Cette année de mobilité, elle est constituée soit d'une année entièrement académique, donc vous partez un an dans une université étrangère, ou française, je reviendrai là-dessus, soit elle est dite mixte, c'est-à-dire que vous partez pour un premier semestre en mobilité académique et le deuxième semestre, vous réalisez un ou des stages qui vous permettent de valider les crédits ECTS nécessaires et d'acquérir l'expérience professionnalisante dans ce cadre-là. Il y a chaque année, on va dire quoi, peut-être 2 ou 3% des élèves qui préfèrent faire une mobilité France. Ce qu'on appelle une mobilité France, c'est qu'ils choisissent d'aller dans une université française. C'est possible, c'est à mon sens un peu dommage, mais c'est possible et c'est souvent le cas pour des étudiants qui ont des projets très spécifiques, qui veulent se renforcer en droit, qui veulent se renforcer dans des disciplines qu'on couvre ici, mais effectivement pas de façon aussi approfondie que le fait l'université. Et donc ils vont chercher souvent une licence en droit, une licence en économie, enfin des choses comme ça qui leur permettent ensuite de construire un projet peut-être plus orienté ou déjà très défini à l'échelle de cette troisième année. Voilà, c'est bon pour ça. Après cette année de mobilité, vous revenez pour donc les 2 années de master. Et là, c'est une offre de formation qui est complètement renouvelée à partir de la rentrée prochaine. Après avoir réformé le premier cycle et avoir intégré des étudiants dans ce nouveau premier cycle, le second cycle, lui aussi, est réformé à partir de la rentrée prochaine. Alors, ce n'est pas une révolution. Notre cœur de métier et nos thématiques cibles et nos métiers cibles restent là, bien sûr, mais ça nous a permis, cette réforme, de pouvoir réorganiser en interne l'offre de formation et notamment en créant des pôles avec donc un tronc commun de pôles et puis ensuite une déclinaison en 18 parcours de master avec certaines nouveautés, certaines thématiques et secteurs qui n'étaient pas forcément couverts, qui le sont. Ces pôles sont donc sont au nombre de 5. Avec de façon très classique les affaires internationales. C'est ici un des gros contingents des étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants qui se destinent à ces carrières de l'international. Autour, et je crois qu'on a vraiment intérêt à s'en préoccuper de plus en plus vu comment ça se passe au niveau international ces dernières années. Donc avec des parcours sur la sécurité internationale, des parcours sur les relations internationales et puis les instances multilatérales
de coopération, la coopération internationale spécifiquement, et puis avec les pays du Sud, puisque on vous l'a dit, on a ici une très forte compétence sur les pays du Sud et sur l'Afrique subsaharienne. Le deuxième pôle, c'est le pôle carrière publique. Ça, c'est pareil, c'est vraiment le cœur historique de l'IEP. Avec donc des parcours de master qui vous permettent de vous former sur les métiers de l'administration et de la gouvernance publique, mais aussi l'administration et la gouvernance européenne. Et puis la préparation des concours administratifs, ces parcours, très logiquement, peuvent se poursuivre avec nos 2 centres de préparation au concours ici, qui sont le CPAG, le centre de préparation au concours de l'administration générale, et l'OINSP, le centre de préparation au concours de l'INSP, la nouvelle ENA, plus exactement. C'est un cœur historique de notre formation et c'est aussi un de nos points forts. Nos préparations au concours d'administration sont les meilleures après Paris. Il faut toujours préciser ça, après Paris. Ils ont tellement de candidats aussi que forcément, en termes de chiffres, ils ont beaucoup plus de reçus. Mais à proportion, en termes de candidats et de reçus, on est les meilleurs hors Paris. L'autre pôle, le gouvernance et politique publique, ça ne vous étonnera pas, c'est effectivement central dans un institut d'études politiques, avec cette fois-ci des parcours qui nous permettent vraiment de former des étudiants sur des secteurs spécifiques, notamment les politiques culturelles, les politiques de santé publique. Ça fait partie des choses qui sont nouvelles dans notre offre de formation, avec un partenariat avec l'ISPED, l'Institut de santé publique de l'Université de Bordeaux. Les enjeux de territoire, de gouvernance urbaine, et puis bien sûr l'environnement et la transition écologique. Le pôle pouvoir, politique et société, là c'est là aussi un pôle qui a été assez considérablement remanié avec l'idée de former des élèves qui peuvent utiliser l'ensemble des outils et des problématiques liées à la sociologie politique. Donc pour pouvoir faire de la recherche, par exemple, et ça fait partie des enjeux aussi pour nous de pouvoir former des élèves qui se destinent à la recherche, mais aussi sur tout ce qui relève des méthodes d'enquête, les sondages, les collectes de données, les métiers des affaires publiques, lobbying, plaidoyer, et puis la communication publique et politique, évidemment, qui était déjà là. Un 5e pôle qui, lui, est complètement nouveau. Économie en transition, ça n'existait pas. Et ça permet de proposer tout un ensemble de parcours qui permettent d'accompagner les transitions sociales, environnementales, plus spécifiquement. On retrouve là des parcours sur l'économie sociale et solidaire, qui est un des secteurs d'activité importants, ce qu'on peut appeler le tiers secteur pour nos diplômés. Un parcours nouveau sur l'entrepreneuriat, les innovations dans les Suds, là aussi fort des compétences et du réseau des laboratoires Les Afriques dans le monde. Et puis ensuite, bien sûr, le management, le pilotage des entreprises, la finance et la régulation internationale, la gestion des risques qui existaient déjà et qui sont centrales dans notre formation. Dans le cadre des parcours de master, en 4e et 5e année, il y a 2 modules qui sont transverses, qui sont accessibles à la plupart des parcours, quel que soit celui que vous allez choisir, qui sont la préparation aux écoles de journalisme. C'est un des débouchés. Quand on vous demande, lors des entretiens Parcoursup là, qui vont arriver, quand on vous demande ce que vous voulez faire plus tard, en gros, la moitié d'entre vous voulez être journaliste, et l'autre moitié, vous voulez être diplomate. Alors non, en fait, vous allez voir, vous faites plein d'autres choses en réalité à la fin de ce diplôme. Mais bon, les métiers du journaliste sont effectivement un des débouchés importants et ciblés. Et l'autre module transverse, c'est la recherche, pour permettre à ceux qui le souhaitent de pouvoir poursuivre éventuellement en thèse. Oui, merci. Pour une présentation plus spécifique de ces parcours de master, vous avez des conférences, des mini-conférences qui sont proposées tout au long de la journée. La première, elle commence à 11h30. Vous avez 4 rounds comme ça de mini-conférences. Vous pouvez vous promener d'un amphi à un autre pour rencontrer les collègues qui animent ces différents pôles et qui pourront vous préciser plus spécifiquement ce qu'on y fait et ce qu'on va y faire. Alors les cursus internationaux, on en a déjà un petit peu parlé. J'ai parlé de la temporalité. L'idée donc c'est d'avoir les 2 diplômes à la fin de votre formation. Et donc vous voyez ici les partenaires qui sont donc
l'université de Stuttgart pour l'Allemagne, 2 universités pour la filière Caraïbes qui sont celles de la Martinique et celle de la Jamaïque à Kingston, l'université de Madrid pour l'Espagne, l'université de Turin pour l'Italie, l'université de Coimbra pour le Portugal. À noter que après une interruption de quelques années, on a réouvert la filière France-Italie. Et on en est très content. Donc ça reprend cette année. On a déjà été recruter les élèves qui vont suivre cette filière du côté italien la semaine dernière. Donc c'est un partenariat ancien qui avait été suspendu pendant un temps et qui reprend. Et puis donc les 2 BEP avec la Louis à Rome et puis avec l'université baptiste de Hong Kong. Pour HK. Voilà pour les cursus et pour le détail de ces formations. Je serai à votre disposition pour les questions que vous pourrez avoir ensuite. Vas-y. Je peux. Je suis lancée. Donc, après le diplôme, tout ce que l'on vous prépare, ça vous mène où et à quoi ? On a la chance ici d'avoir un service carrière et partenariat qui accompagne les étudiants à la fois dans la recherche de stage et ensuite dans la recherche d'emploi et qui les suit aussi après et qui nous donne des informations très précises sur le devenir de nos étudiants. Et donc si on regarde ce devenir de nos étudiants, on a des enquêtes qui sont systématiquement à 30 mois après la diplomation. Vous voyez qu'on a des taux d'insertion qui sont remarquables et qui doivent vous rassurer, vous, parents. On a un taux d'insertion professionnelle à 30 mois qui est de 94%. Et vous voyez, pratiquement la moitié des étudiants, ils ont décroché leur emploi en moins d'1 mois, ou parfois même avant d'être diplômés la dernière année. Donc on vous emmène vraiment sur quelque chose qui se matérialise concrètement par des emplois et une diversité d'emplois. Vous voyez que on a à peu près 42% de nos étudiants qui sont dans le secteur privé, 41% dans le secteur public et 17% qui sont dans le secteur associatif ONG. Et puis, bien sûr, en diplôme en 5 ans, c'est 83% de nos diplômés qui sont dans un statut cadre. Ce n'est pas surprenant. Quand on regarde les différents domaines d'activité, là aussi, ça correspond bien à la diversité des parcours et des spécificités professionnelles auxquelles on vous prépare et qu'on a identifiées dans notre formation. C'est bien sûr l'administration et le service public, alors soit via les concours, soit via des contrats hors concours. C'est bien sûr le domaine des études et du conseil et beaucoup sur les questions environnementales. On voit qu'il y a vraiment une orientation là-dessus. La santé et le social. L'énergie, on pourrait dire énergie et environnement aussi. Alors l'informatique, franchement, je ne sais pas. Là, je ne sais pas comment on peut avoir 5% de... Mais on en a. Et je ne me demandez pas à quoi ça correspond. Vous demanderez ça au service compétent. J'en sais rien, moi. Enseignement et recherche, c'est bien sûr une thèse, et puis ensuite les fonctions d'enseignant-chercheur ou de chercheur. Finance, assurance, on en a effectivement, notamment avec le parcours GEA. Agriculture, puisqu'on a effectivement ce parcours sur les politiques culturelles, édition, journalisme, communication. Donc c'est par ordre d'importance. Et donc ça donne effectivement une diversité de métiers importante aussi, qui se retrouve... Il n'y a pas président de la République ? Pas encore. Pas encore. On a eu un Premier ministre, mais je ne sais pas quand il était là, s'il savait qu'il allait terminer Premier ministre. Bon, vous voyez, c'est vraiment l'intérêt sans doute de l'école, c'est que vous avez la possibilité, en choisissant ce cursus, de pouvoir créer votre parcours, votre chemin, et il y a plein de possibles qui restent ouverts, y compris à l'issue de la diplomation. Quand on regarde statistiquement, moi ce qui me frappe toujours, par exemple, c'est les étudiants moi je travaille sur l'Afrique, c'est mon domaine de compétences. Quand je suis régulièrement contactée par des étudiants qui se retrouvent à travailler en Afrique, avec l'Afrique, dans les relations internationales, alors qu'ils n'ont pas du tout fait ces parcours-là, forcément dans le cadre du diplôme. Donc ça n'empêche pas, c'est pas du tout des choses qui sont fermées, au contraire. Il y a vraiment tout un ensemble de compétences générales qui font que
vous avez une adaptabilité ensuite, et la diversité de trajectoires que vous avez ensuite nous montre bien ça. Chaque année, on le vérifie. Il y a vraiment cette souplesse et cette évolution dans vos orientations. Alors, tous ces détails, vous pouvez les retrouver, toutes ces enquêtes très précises qu'on fait année par année et parcours par parcours en termes de débouchés et de métiers. Vous pouvez les retrouver sur notre site. J'ai vérifié ce matin parce que c'est vie étudiante, la rubrique vie étudiante, et ensuite la rubrique insertion professionnelle. Et là, vous avez l'ensemble des données très précises et bien plus que ce que je vous ai dit maintenant. J'ai fini sur les débouchés, et donc le dernier moment, c'est la formation continue. Merci Céline. Effectivement, vous allez vous former tout au long de votre vie avec la formation continue. Et cette offre de formation continue connaît un effort de développement assez important depuis une dizaine d'années, et cette dynamique illustre la capacité de Sciences Po Bordeaux répondre tout simplement aux besoins des entreprises, des institutions, des partenaires. Donc la formation continue s'adresse aux cadres en activité, en reconversion professionnelle, ceux qui souhaitent, qui sont désireux de développer, tout simplement renforcer, acquérir de nouvelles compétences. Donc plusieurs dispositifs nous proposons, des executive masters, des certificats, et ensuite le troisième volet, c'est des formations sur mesure. Donc comme je disais, c'est des cadres du secteur public, privé, associatif, mais également des profils relevant de la haute fonction internationale, notamment à travers le programme de management de la performance et sécurité sociale internationale, dont M. Darbon il est co-responsable. Donc c'est un parcours très très intéressant. En plus de la sécurité internationale, oui, M. Darbon souhaitait intervenir ? Non. En plus de la sécurité sociale internationale, figure des parcours dans le domaine de la sécurité économique, sociale et solidaire. On a beaucoup de demandes. De management public. Et ensuite, l'action publique et sociale en partenariat avec des institutions et des centres de formation comme IRTS, Polaris Formation. Donc, il y a également des actions de formation qui permettent une montée en compétences, mais à des formats plus courts. Une durée de 5 à 6 mois, et c'est dans le cadre des certificats RNCP, qui sont consacrés, c'est pour les domaines d'action publique, ESS, comme les Executive Masters, gouvernance et territoire. Et le troisième volet, les formations sur mesure. Celles-ci prennent sous forme de séminaire ou d'une formation de 2 à 3 jours par mois. Ils sont conçus en partenariat avec des actions, des acteurs institutionnels de Bordeaux, tels que le CHU. Et on a fait également, depuis quelques années, on travaille avec ANFH pour la formation des personnes hospitalisées. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui sont venues ce matin également pour la formation continue. Donc, nous serons dans la salle A124 avec mes collaboratrices pour répondre à toutes vos questions. Et puis, voilà, les élèves de terminale, sachez-le qu'il faut se former tout au long de notre vie, surtout dans ce monde qui évolue à une vitesse fulgurante. C'est aussi pour les parents, là, du coup. Et c'est pour les parents. Merci beaucoup Anna, merci à tous et à toutes pour vos interventions.